Bonjour, bienvenue dans la Labo Web 5 dans lequel nous verrons les analyses factorielles ainsi que la modélisation de trajectoires latentes. En particulier, les analyses factorielles appartiennent à la grande famille d'analyse de l'interdépendance entre des variables observées. On cherche principalement à expliquer cette interdépendance par des dimensions, que ces dimensions soient des composantes principales ou des facteurs communs. Techniquement parlant, en analyse factorielle, on est dans l'univers de la factorisation. Prenons le chiffre 36. Eh bien, on peut décomposer et factoriser le chiffre 36 en deux dimensions. Par exemple, 4 fois 9. Donc 4 fois 9, ce sont deux dimensions qui permettent de retrouver le chiffre 36. Eh bien, on est dans le même univers en analyse factorielle. Donc l'idée ici, effectivement, est de chercher à factoriser, décomposer un concept en dimensions de façon effectivement à retrouver la variance dans les données du concept. Alors commençons par l'analyse en composantes principales avec SPSS en particulier qui cherche essentiellement à réduire des données à un nombre restreint de composantes principales. Nous verrons aussi comment interpréter de telles composantes principales après avoir tenté d'accéder à l'intelligence de l'ACP. Étant entendu que nous verrons qu'il est possible d'inclure dans un modèle de régression des composantes principales qu'on aura fini d'orthogonaliser, c'est-à-dire de rendre indépendantes. Dans un deuxième temps, nous verrons l'analyse des facteurs communs ou principaux, appelée encore analyse factorielle exploratoire avec SPSS notamment. Ce sera l'occasion effectivement de comparer l'analyse en composantes principales avec l'analyse des facteurs communs dans le but premier est de chercher effectivement à accéder à la structure latente des données en mettant en évidence les facteurs communs sous-jacents. Nous verrons aussi comment interpréter les facteurs communs obtenus d'une telle analyse. Dans un troisième temps, il sera question de l'analyse factorielle confirmatoire avec M+. L'enjeu ici est de chercher à confirmer, valider une structure factorielle obtenue à l'aide de l'analyse en composantes principales ou des facteurs communs, étant entendu qu'il est possible d'introduire une covariable dans un modèle factoriel. Nous verrons comment procéder au test d'invariance multigroupe d'un modèle factoriel. En l'occurrence, est-ce qu'une structure factorielle diffère selon des groupes? Dans un quatrième temps, alors on va changer complètement de type d'analyse. On va s'intéresser à la situation où nous disposons de mesures répétées à travers le temps et pour lesquelles nous voulons modéliser les trajectoires latentes en utilisant ce qu'on appelle la modélisation de courbes de croissance latente. En particulier, nous essayerons d'accéder à l'intelligence de ce modèle avant de chercher à mettre en évidence le modèle de trajectoire qui s'ajuste le mieux aux données, ce qu'on appelle modèle inconditionnel. Nous verrons aussi le modèle conditionnel lorsqu'il s'agit effectivement d'introduire une covariable de façon à expliquer une trajectoire latente moyenne. Bien sûr, nous verrons comment procéder au test d'invariance d'un modèle inconditionnel. En l'occurrence, est-ce qu'une trajectoire latente moyenne diffère selon des groupes? Et finalement, nous verrons la modélisation de classes latentes pour courbe de croissance avec M+ toujours. En l'occurrence, tous les individus ne suivent pas forcément une trajectoire moyenne. En l'occurrence, tous les individus ne suivent pas forcément des trajectoires autour d'une trajectoire moyenne.
Des individus vont probablement suivre des trajectoires normales et d'autres des trajectoires atypiques, de telle sorte qu'on peut modéliser des sous-groupes de trajectoires. Ce sera le cas avec le modèle inconditionnel, étant entendu que nous introduirons une covariable de façon à expliquer l'appartenance à des classes latentes de trajectoires. Pour ce faire, nous utiliserons deux bases de données. La base de données 1 qui porte essentiellement sur les problèmes extériorisés de 744 enfants âgés de 6 à 11 ans et la base de données 2 sur les problèmes de conduite de 173 enfants âgés de 6 à 11 ans présentant également des troubles de comportement. Sans plus tarder, on va commencer avec l'analyse en composantes principales et peut-être essayer d'accéder à l'intelligence d'une telle technique qui est souvent appelée comme étant la technique des sociologues. Alors nous verrons un peu plus loin pourquoi. Pourquoi l'analyse en composantes principales est dite celle des sociologues. Alors en attendant, on va essayer d'accéder à l'intelligence de cette technique en visualisant ces diapos. En l'occurrence, supposons qu'on s'intéresse à une relation parfaite entre une variable x et une variable y, quantitative, continue, strictement parlant. Cherchons maintenant la direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum. Eh bien, cette direction, on l'a, c'est celle-là. Autrement dit, c'est la direction dont la variance des points projetés est maximale. C'est ce qu'on appelle première composante et qui correspond en quelque sorte à une droite de régression. Eh bien, ce qui est intéressant en fait avec cette première composante principale, en fait c'est la seule, puisque cette composante principale extrait 100% de la variance des deux variables x et y, étant entendu que toute l'information contenue dans les deux variables observées est extraite par cette composante principale. Donc ce qui est intéressant avec cette composante principale, c'est qu'elle présente au moins deux propriétés. Alors la première propriété, c'est celle de la droite de régression. Donc cette composante principale minimise la somme des erreurs de prédiction. Deux, c'est peut-être la propriété la plus intéressante, c'est qu'effectivement cette composante principale est effectivement la direction selon laquelle la variance des points projetés est maximale. Et donc la composante principale maximise la variance des points projetés, autrement dit des scores prédits à l'aide de cette droite de régression. Et voilà ce qu'on appelle composante principale. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on a cette relation, donc qui n'est pas parfaite mais forte, donc une corrélation forte? Cherchons la direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum. Eh bien, on l'a ici. En l'occurrence, c'est la direction selon laquelle la variance des points projetés et au score prédit est maximale. À cette direction correspond ce qu'on appelle la première composante principale. Maintenant, cherchons une direction perpendiculaire à la composante principale 1, direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum. Eh bien, on l'a ici. Donc, c'est la direction perpendiculaire à la composante principale 1, suivant laquelle la variance des points projetés est maximale. Eh bien, à cette direction correspond ce qu'on appelle la composante principale 2. Ainsi, effectivement, on a deux composantes principales qui intègrent toute l'information contenue dans les données des deux variables x et y. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les deux droites ou dimensions correspondent à deux nouveaux axes qui orthogonalisent ainsi les variables x et y. Mais voilà ce qu'on entend par orthogonaliser. Orthogonaliser signifie tout simplement rendre des composantes principales indépendantes l'une de l'autre ou les unes des autres. Que se passe-t-il maintenant
lorsqu'on travaille avec trois variables observées qui sont intercorrélées. Alors, on va chercher la direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum. Eh bien, on a cette direction donc, qui correspond à la composante principale 1. C'est donc la direction suivant laquelle la variance des points projetés ou score prédit est maximale. Cherchons maintenant la direction perpendiculaire ou orthogonale à la composante principale 1, direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum. Eh bien, on a cette direction ici, donc qui représente la deuxième composante principale, celle pour laquelle la variance des points projetés est maximale, encore une fois. Alors ici, nous avons deux composantes principales qui exploitent le plus de variance possible. Alors ce qui est intéressant avec ces deux composantes principales, c'est qu'elles forment un plan de régression qu'on nomme premier plan principal, qu'on peut mieux visualiser ici. Donc ce plan permet en quelque sorte de maximiser la variance et de représenter les données à l'aide de deux dimensions avec la plus petite perte d'information possible. Étant entendu bien sûr qu'on peut chercher la troisième direction suivant laquelle le nuage de points s'étire au maximum, direction qui est perpendiculaire par définition aux deux composantes principales. Eh bien, c'est la troisième composante principale. Étant entendu que, puisque ici nous avons trois variables observées, nous pouvons obtenir un nombre maximal de 3 comme composante principale. Alors, ce qui est intéressant avec l'analyse en composante principale, c'est qu'effectivement, elle permet de représenter graphiquement des variables qui sont intercorrélées. Étant entendu qu'ici, les directions associées aux composantes principales sont appelées vecteurs propres, eigenvectors en anglais, alors que la longueur des directions prend le nom de valeur propre, eigenvalue, qui symbolise en quelque sorte la variance des points projetés ou scores prédits à l'aide des droites, en particulier des composantes principales, étant entendu que chaque direction représente en quelque sorte une variable qui comporte des scores prédits ou points projetés. Mais voilà un peu l'intelligence qui sous-tend l'analyse en composantes principales. On va s'intéresser à la notion de rotation. En particulier ici, vous avez deux composantes principales. Donc C1, composante principale 1, C2, composante principale 2. Et les points ici représentent plutôt des variables. Alors ici, il était difficile de savoir lesquelles des variables saturent sur quelle composante principale. Et donc, difficile d'interpréter une telle solution. Alors, une façon effectivement de faciliter l'interprétation de la solution est de procéder à la rotation, de façon effectivement à maximiser le poids de chaque variable sur une composante en particulier. Alors, on va faire la rotation, autrement dit, on va faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir effectivement ces deux axes. Donc, l'axe C2 donc, devient C'2 et l'axe C1 devient C'1. Ainsi, c'est assez clair que ce groupe de variables sature sur la composante principale 1 et cet autre groupe de variables sature plutôt sur la composante principale 2. Nous venons de faire de la rotation orthogonale à l'aide de la méthode Varimax. Autrement dit, nous avons rendu les deux composantes indépendantes, l'une de l'autre. Que se passe-t-il maintenant si vous faites face à ce genre de situation? Et donc, c'est assez clair ici que la rotation orthogonale n'est pas appropriée. En tout cas, n'aide pas à mieux interpréter la solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle la rotation oblique. Et donc, de façon effectivement à voir que ce groupe de variables sature sur C1, alors que l'autre groupe de variables sature plutôt sur C2. Ainsi, nous venons d'effectuer une rotation oblique, où effectivement, les deux composantes sont corrélées, l'une à l'autre. Voilà ce qu'on appelle une rotation oblique, qui est parfois utile lorsqu'on pense que les composantes principales sont corrélées. Par contre, dans la plupart des cas,
on va vouloir utiliser plutôt une rotation orthogonale, puisque c'est le sens premier de l'analyse en composantes principales. C'est effectivement de rendre indépendantes les composantes les unes des autres. Donc voilà un peu l'intérêt à effectuer la rotation. L'idée étant de faciliter la lisibilité de la solution factorielle. Sans plus tarder, on va s'intéresser à un problème de recherche qui porte sur les problèmes externalisés chez les enfants québécois âgés de 6 à 11 ans. Alors, on va ouvrir la base de données problème extériorisé de façon à accéder aux variables et données. Donc voilà comment se présente la base de données qui comporte 6 variables clés, donc en rapport avec des problèmes externalisés chez les enfants. Donc, qui beaucoup, fait des crises de colère, agresse physiquement les gens, est impliqué dans les activités illégales, vole à d'autres endroits qu'à la maison, détruit les biens des autres. Donc, il s'agit de 6 variables en lien avec les problèmes externalisés. Étant entendu qu'on a 3 autres variables contextuelles. Le score au test de vocabulaire, le revenu familial et le sexe. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser aux variables observées et qui sont mesurées à l'aide de l'échelle de type Likert. Une échelle variant de 0 à 2. L'enjeu ici, effectivement, est de chercher à décomposer le concept de problème externalisé à un nombre restreint de dimensions, précisément de composantes principales qui permettent effectivement de résumer l'information contenue dans les 6 variables. Pour ce faire, eh bien, on recherche les combinaisons des variables observées qui ont une variance maximale. Voici les différentes étapes qu'on va suivre ensemble. La première étape consiste à déterminer l'approche, en l'occurrence est-ce exploratoire ou confirmatoire. Alors ici, on est dans une approche exploratoire, puisque nous ne savons pas les dimensions sous-jacentes à ces 6 variables intercorrélées. Donc, on est à la recherche de composantes principales. Donc, on s'inscrit dans une approche exploratoire. Deuxième étape. Alors, on va préparer l'analyse et s'assurer que le nombre minimal de variables est 3. Donc, ici, on a 6. Donc, c'est correct. Strictement parlant, l'analyse en composantes principales travaille à partir de variables quantitatives, contenues strictement parlant. Par contre, il est possible d'utiliser des variables mesurées selon l'échelle de type Likert. Et même, certains croient qu'on peut utiliser des variables dichotomiques, mais à condition qu'elles soient codées 0, 1. Nos variables étant de type Likert, alors on peut procéder à l'analyse en composantes principales, même si certains auteurs estiment qu'il faut minimalement une échelle à 5 points. Alors ici, on a une échelle plutôt à 3 points. Alors dans l'ensemble, c'est acceptable. Alors on va y aller, on va procéder à l'analyse en composantes principales en choisissant la méthode d'extraction qui est les composantes principales. Alors on va cliquer sur analyse, réduction des dimensions, puisqu'il s'agit effectivement de réduire des données en dimensions. Ensuite, on va cliquer sur analyse factorielle. Donc l'analyse en composantes principales est une forme d'analyse factorielle au sens maximaliste du terme. Ensuite, on va spécifier au logiciel que nous voulons réduire les données pour ces variables, pour ces 6 variables. Cliquez sur caractéristiques pour spécifier au logiciel que nous voulons aussi sortir les statistiques univariées, descriptives. Coefficients pour sortir les coefficients de saturation, le niveau de signification des corrélations, ainsi que l'indice KMO. Alors, on va cliquer sur poursuivre. Extraction, pour spécifier au logiciel qu'en fait, nous choisissons la méthode d'extraction qui est les composantes principales, puisqu'effectivement, nous voulons réduire les données en composantes principales. Et donc, on va opter pour les composantes principales, étant entendu qu'il y a d'autres méthodes qu'on aurait pu utiliser, comme les moyennes carrées, non pondérées, qui sont particulièrement appropriées lorsqu'on travaille avec des variables qui ne suivent pas une distribution normale. Il y a le maximum de vraisemblance que nous verrons tout à l'heure avec M+, la factorisation en axes principaux que nous verrons également tout à l'heure avec l'analyse des facteurs communs,
l'alpha maximisation qui est utilisée lorsqu'on veut maximiser en particulier l'inférence psychométrique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la méthode d'extraction par défaut des SPSS, soit composante principale. Alors, on va y aller. Cliquez sur tracé d'effondrement de façon à avoir une idée de la façon dont les valeurs propres sont distribuées. Alors, on va cliquer sur poursuivre. Rotation. Alors, on va choisir Varimax, puisque nous voulons que les composantes soient indépendantes les unes des autres. Donc, nous optons pour une rotation orthogonale. Alors, Varimax est la méthode la plus souvent utilisée, étant entendu que l'idée est surtout de faciliter l'interprétation des composantes, alors que Cartimax aide plutôt à faciliter l'interprétation des variables. Equamax combine un peu les propriétés de Varimax et de Quantimax, étant entendu que pour oblique direct, c'est pour une rotation oblique. Alors, on va cliquer sur Varimax, ce qui nous intéresse. On voit une rotation orthogonale. Cliquez sur carte factorielle de façon à représenter graphiquement les variables et leur saturation sur les composantes qu'on aura générées. On va cliquer sur poursuivre. Ensuite, cliquez sur score pour en fait sauvegarder les scores des composantes principales. Étant entendu qu'ici, nous voulons que les composantes principales soient orthogonales, eh bien, généralement, on va opter pour la méthode Anderson-Rubin pour pouvoir calculer les scores des composantes principales. On va cliquer sur poursuivre. Et au niveau des options, peut-être cliquer sur classement des variables par taille, de façon effectivement à classer les variables observées selon l'importance des coefficients de saturation. Étant entendu qu'on aurait pu supprimer les coefficients, par exemple, dont la valeur absolue est inférieure à 0.10. Mais on n'a peut-être pas besoin de le cocher. On va cliquer sur poursuivre. Alors, ça va être tout. On va cliquer sur OK de façon à voir apparaître les résultats. Alors, dans un premier temps, vous avez les statistiques descriptives. On a les moyennes des 6 variables observées ou des indicateurs, leur écart type, ainsi que le nombre de cas sur lesquels repose le calcul des stats descriptives pour chacune de nos 6 variables observées. Alors, dans l'ensemble, on voit bien que les moyennes sont pas mal faibles, puisque l'échelle varie de 0 à 2. Voilà l'information qu'on peut retirer de l'analyse des statistiques descriptives. Donc, une analyse qui permet en fait de contextualiser un peu nos variables observées. Alors, la deuxième information nous est donnée ici par la matrice de corrélation. En l'occurrence, il faut s'assurer que la solution factorielle obtenue est de qualité acceptable. Alors, pour ce faire, un des premiers postulats est de s'assurer qu'il y ait minimalement des corrélations substantielles entre les variables observées. En l'occurrence, ici, on voit que nous avons une corrélation de 0.639 entre colère écrit, 0.44, 0.20, 26,5, 24,6, 27,9, et que toutes ces corrélations s'avèrent statistiquement significatives. Et donc, dans l'ensemble, il semble qu'il y ait des corrélations substantielles, parce que la moindre des choses, avant d'utiliser l'analyse en composante principale, c'est qu'il y ait une certaine interdépendance entre les variables observées. Sans interdépendance entre les variables observées, point d'analyse en composante principale. Alors ici, ce postulat semble être respecté. Deuxième élément d'information, pour ce qui est de la validation de la solution factorielle, en fait, ce deuxième élément d'information nous est donné par l'indice KMO, qui mesure un peu la qualité des corrélations que nous venons d'observer dans la matrice de corrélation. Alors ici, l'indice est de 0.75, ce qui est supérieur à la valeur minimale de 0.70. Alors pour d'autres chercheurs, c'est 0.60. En tout cas, ce qui est clair, c'est que 0.75 est non seulement supérieur à 0.60, mais aussi à 0.70. Et donc, on dépasse les seuils qui sont avancés dans la littérature, soit 0.60 et 0.70. Et donc, on peut avancer que la matrice de corrélation est une matrice de qualité. Précisément, la qualité des corrélations est convaincante.
Alors, le troisième élément d'information par rapport à la validation de la solution factorielle nous est donné par le test de sphérécité de Bartlett. Alors, l'hypothèse nulle a l'effet que la matrice de corrélation est une matrice d'identité. Autrement dit, une matrice à l'intérieur de laquelle les variables observées sont indépendantes. Alors que l'hypothèse alternative postule que la matrice de corrélation n'est pas une matrice d'identité. Autrement dit, les corrélations ne sont pas égales à 0. Évidemment, on espère que le test soit significatif et c'est le cas. Donc, ici, le test de Bartlett étant significatif, eh bien, on peut rejeter l'hypothèse nulle et conclure que toutes les corrélations ne sont pas égales à 0. Nous ne sommes pas en présence d'une matrice d'identité en conséquence. Et donc, de manière générale, les trois éléments d'information attestent de la qualité de la solution factorielle obtenue. Et donc, on peut poursuivre nos analyses, étant entendu que tout à l'heure, je reviendrai sur ce tableau intitulé « Qualité de représentation ». On va s'intéresser précisément à ce tableau variance totale expliquée, donc qui présente un peu les valeurs propres associées aux différentes composantes principales. Alors, ici, on a la composante principale 1, donc c'est la composante qui présente la variance la plus importante. La deuxième composante principale, troisième, quatrième, cinquième, 6. Et donc, puisque nous avons 6 variables observées, il est possible d'obtenir 6 composantes principales. Alors, pour la composante principale 1, la valeur propre est de 2,55. Donc, 2,55 symbolise un peu la variance de la composante principale 1, en particulier des points projetés. 1,02, c'est la variance des points projetés de la composante principale 2. Et pour 3, vous avez la valeur propre de la composante 4, valeur propre composante 5 et valeur propre composante 6. Étant entendu, bien sûr, que si vous faites la somme des valeurs propres des 6 composantes, vous retrouvez la valeur 6, soit le nombre de variables observées impliquées dans l'analyse. Et pour chacune des composantes principales, vous avez la variance expliquée. En l'occurrence, la composante principale 1 explique 42,54% de la variance dans les 6 variables. Alors, on a la composante 2, 17,01%, la composante 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Étant entendu que si vous faites la somme de toutes les proportions expliquées, vous retrouvez la valeur 100. Alors ici, vous avez les pourcentages cumulés, donc 42,5 plus 17,01 donne 59,549, plus 12,986 donne 112,5, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va répondre à la question centrale, autrement dit, quel est le nombre optimal de dimensions si on se fie à cette solution factorielle. Alors, un premier critère nous est donné par la valeur propre, donc il faut minimalement une valeur propre de 1 pour pouvoir retenir une dimension. Donc, c'est la valeur par défaut de SPSS. On observe ici que le logiciel SPSS a retenu 2 composantes principales. Pourquoi? Parce que nous avons 2 composantes principales dont la valeur propre est supérieure ou égale à 1. Et donc, le logiciel nous considère seulement ces composantes principales. C'est comme si on ignorait les autres composantes principales. Donc, on a 2 composantes principales qui extraient le maximum de variance. En l'occurrence, 59,55. De la variance est extraite par les 2 composantes principales. Étant entendu qu'au niveau de cette deuxième section du tableau, vous avez les mêmes valeurs obtenues à gauche. Donc, ce sont les valeurs avant rotation. Et à l'extrême droite, au niveau de la troisième section, vous avez les valeurs après rotation. Étant entendu que la rotation ne change pas la variance expliquée par les 2 composantes. Donc, on a toujours la même valeur. Par contre, ce qui change, c'est la façon dont cette variance est répartie selon les 2 composantes. Donc, la composante principale 1 va aller chercher 33,6% de la variance et la composante principale 2, 25,97% de la variance dans les 6 variables observées. Alors, ça, c'est le premier critère. Autrement dit, s'assurer
que les composantes principales ont comme valeur propre 1 ou plus. Alors, le deuxième critère pour pouvoir retenir le nombre optimal de composantes principales nous est donné par ce qu'on appelle le tracé d'effondrement. Donc, mettez les 6 composantes principales sur l'axe horizontal, les valeurs propres qui leur sont associées sur l'axe vertical et représentez la relation à l'aide d'une courbe. Et bien, vous obtenez ce tracé d'effondrement. Alors, sur le graphique, on va essayer d'identifier là où se situe le coude de Cattell. Donc, c'est l'endroit où, effectivement, la courbe change de direction, et ce, de façon abrupte. Alors, on l'a ici. Donc, on voit bien qu'il y a un coude ici, d'où le nom de coude de Cattell. En l'occurrence, c'est assez clair qu'on peut retenir 2 dimensions, précisément 2 composantes principales, puisque la rupture apparaît surtout à ce point, donc au niveau de la composante principale 2. Donc le deuxième critère, celui du coude de Cattell également, nous permet de conclure que le nombre optimal de composantes principales, c'est encore une fois 2. Alors reste maintenant à interpréter les dimensions obtenues, précisément les composantes principales. Alors pour ce faire, on a besoin d'analyser la matrice des composantes principales. Alors ici, vous avez la matrice de la solution avant rotation. On voit que colère sature sur composante 1 avec un coefficient de 0.7178, CRI 0.759, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il semble que les 6 variables saturent sur la composante principale 1, alors ce qui n'est pas très informatif. Et surtout, regardons au niveau de la composante principale 2. On voit apparaître des coefficients négatifs, alors ce qui est peut-être contre-intuitif. Alors, une façon effectivement non seulement d'éliminer ces signes négatifs, mais aussi d'interpréter de façon plus facile la solution factorielle ainsi obtenue, c'est de procéder à la rotation, en particulier à la rotation orthogonale à l'aide de la méthode Varimax. Alors, nous avons ici les résultats après rotation. Donc, on voit bien ici qu'on a la méthode Varimax. Alors, on va s'intéresser surtout à la matrice des composantes après rotation. Alors, on observe que les variables observées ou les indicateurs colère, CRI, agresse, saturent de façon convaincante sur la composante principale 1, puisqu'effectivement, le coefficient de saturation dépasse 0.50. Alors, c'est le signe effectivement que c'est convaincant, c'est saturation. Alors, de notre côté, on voit que les variables illégales, vol et destruction, saturent plutôt sur la composante principale 2, étant entendu que le coefficient de saturation le plus faible dépasse 0.50. Alors là aussi, la saturation est convaincante. Et donc, en l'occurrence, on voit bien que 2 dimensions semblent se démarquer de façon convaincante. Essayons maintenant de représenter graphiquement la matrice des composantes principales. Autrement dit, mettons sur l'axe horizontal la composante principale 1, sur l'axe vertical la composante principale 2, et représentons les coordonnées des 2 composantes à l'aide des coefficients de saturation, ou si vous voulez corrélation, c'est carrément des corrélations. Eh bien, on obtient ce magnifique graphique. Donc, il représente les 2 composantes ainsi que les variables qui saturent sur chacune d'elles. En l'occurrence, c'est assez clair que les indicateurs CRI, colère, agresse, saturent surtout sur la composante principale 1. Donc, on l'a ici, la composante principale 1, l'axe horizontal. Alors que les indicateurs illégal, vol, destruction, saturent plutôt sur l'axe vertical, soit l'axe représentant la composante principale 2. Alors, comment étiqueter les 2 dimensions ou composantes principales? Alors, c'est assez clair que la composante principale 1, donc agresse, colère, cri, réfère à tout ce qui est agressivité des enfants. Alors que la deuxième composante principale,
illégale, vol et destruction réfère surtout à tout ce qui est délinquance ou comportement délinquant chez les enfants. Agressivité, délinquance, voilà comment nous pouvons effectivement étiqueter, nommer nos deux composantes principales. Ici, on a ce tableau intitulé Matrice de transformation des composantes qui présente un peu la matrice de la rotation des composantes principales par rapport aux composantes principales théoriques, c'est-à-dire avant rotation. Généralement, c'est peu d'intérêt comme tableau. En revanche, on va revenir au tableau intitulé Qualité de représentation. Alors, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec l'analyse en composantes principales, c'est qu'elle considère toute l'information contenue dans les 6 variables. Et ça se voit bien ici. Donc, regardons la colonne initiale. Alors, on voit 1, autrement dit, c'est la variance maximale du premier indicateur, 1 également la variance maximale du deuxième indicateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est le signe, effectivement, que l'analyse en composantes principales considère toute l'information contenue dans les 6 variables. Et que l'extraction, effectivement, des composantes s'opère à partir de toute l'information contenue dans les 6 variables observées. Par contre, les 2 dimensions obtenues extraient 75,6% de la variance de CRI, 76,6% de la variance de colère, 54,6% de la variance d'agresse, ainsi de suite, ainsi de suite. Étant entendu que le reste de la variance est extrait par les autres composantes principales qui ne sont pas retenues dans le cas de la solution finale. Alors, ces variances extraites, c'est ce qu'on appelle communalité. Autrement dit, c'est ce qui est commun entre chacune des variables observées et les 2 composantes principales. Alors, prenons CRI. Et donc, ce qui est commun entre l'indicateur CRI et les 2 dimensions extraites est représenté par 0,756. C'est ce qu'on appelle communalité. On pourrait aussi raisonner en termes de R2. Autrement dit, les 2 composantes principales expliquent 75,6% de la variance de CRI. Donc, on peut y aller de cette façon, étant entendu que le reste de la variance est expliqué par les autres composantes principales qui ne sont pas considérées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces variances extraites, appelées aussi communalité, eh bien, on peut les retrouver à partir de la matrice des composantes, appelée rotation. Pour chacune des variables observées, prenez le coefficient de saturation de la composante principale 1, élevé au carré, plus le coefficient de saturation de la deuxième composante principale au carré, eh bien, vous obtenez tout simplement la variance expliquée, soit 0,756. De même, on peut retrouver 0,766 si vous prenez tout simplement 0,863 au carré plus 0,108 au carré. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et par conséquent, la somme des coefficients de saturation au carré pour chacune des variables observées donne tout simplement les variances extraites. Alors ça, c'est le premier lien qu'on peut faire entre le tableau qualité de représentation et la matrice des composantes. Deuxième lien qu'on peut faire, en l'occurrence, là on a la matrice des composantes principales appelée rotation. Donc pour chacune des composantes, en l'occurrence, prenons la composante principale 1, élevez au carré chacun des coefficients de saturation, additionnez les coefficients de saturation au carré, et bien vous obtenez la valeur propre 2,014. Alors on fait de même pour ce qui est de la deuxième composante principale. Donc élevez au carré les coefficients de saturation, additionnez les coefficients de saturation au carré pour la composante principale 2 et vous retrouvez la valeur propre de la composante principale
2. Étant entendu que pour retrouver ces valeurs propres, donc avant rotation, il faut prendre tout simplement la matrice des composantes avant rotation. Donc vous additionnez les coefficients au carré, vous retrouvez la valeur propre. Additionnez les coefficients au carré, vous retrouvez également la valeur propre de la composante principale 2. Reste maintenant à présenter les résultats d'abord sous forme graphique. Donc on peut utiliser le tracé des composantes de façon à visualiser les 6 variables observées et la façon dont elles saturent sur chacune des 2 composantes principales, mais aussi on peut présenter les résultats sous forme tabulaire. Donc nous avons nos 6 variables observées ainsi que les coefficients de saturation qui leur sont associés, précisément pour chacune des 2 composantes principales, agressivité et délinquance. Si pour agressivité, vous élevez au carré les coefficients de saturation et vous additionnez les résultats, vous obtenez la valeur propre 2.014. Faites de même pour délinquance, élevez au carré les coefficients de saturation, additionnez les résultats, vous obtenez la valeur propre 1.559. Prenez la valeur propre 2.014 divisé par 6, soit le nombre total de variables, vous obtenez le pourcentage de variance expliqué par agressivité, soit 33.6%. Prenez 1.559 divisé par 6, vous obtenez la proportion expliquée 25.98%. Étant entendu que si vous additionnez les 2 proportions, vous obtenez la variance totale expliquée par les 2 composantes. Alors ici, vous avez les communalités, autrement dit les R2. En l'occurrence, les 2 composantes expliquent 76.6% de la variance dans colère, ainsi de suite. Pour colère, prenez 0.86 au carré plus 0.14 au carré, vous obtenez 0.766, soit la communalité. Donc voilà une façon de présenter les résultats de l'analyse en composante principale et de procéder à l'interprétation statistique. Maintenant que nous avons fini d'enregistrer les scores des 2 composantes principales, alors on le voit ici. Donc on a les scores de la composante principale 1 et ceux de la composante principale 2. Eh bien, on peut procéder à une analyse de régression en incluant les 2 composantes principales dans un modèle où on cherche à expliquer les résultats au test de vocabulaire, étant entendu que les 2 composantes principales sont orthogonalisées. Donc, imaginez inclure dans un modèle de régression les 6 variables observées au départ. C'est assez clair qu'il se poserait un problème de multicollinarité. Mais maintenant qu'on a fini d'orthogonaliser les 2 composantes principales, eh bien, on peut les inclure dans un modèle de régression, étant entendu que le problème de multicollinarité est résolu. Alors, on va d'abord sortir les stats descriptives de ces 2 composantes principales. Pour ce faire, on clique sur Analyse, Statistiques descriptives, Descriptives. Alors, on va sortir les stats des 2 composantes. OK. Alors, on voit bien que la moyenne des 2 composantes principales est de 0. Eh c'est ainsi que cela doit être, puisqu'effectivement, les 2 composantes principales comportent des scores standardisés. Donc, nous venons effectivement d'en avoir la preuve. Sortons maintenant la matrice de corrélation des 2 composantes principales de façon à nous assurer que la corrélation est nulle. C'est ce qu'on voit ici. Donc, la corrélation entre la composante principale 1 et la composante principale 2 est nulle. C'est le signe effectivement que les 2 composantes principales sont orthogonalisées. Autrement dit, elles sont rendues indépendantes l'une de l'autre. Et donc, sans difficulté, on peut les inclure dans un modèle de régression. En l'occurrence, est-ce que les 2 composantes principales, agressivité et délinquance, permettent d'expliquer et de prédire les résultats au test de vocabulaire en contrôlant pour le revenu chez les enfants? Alors, on va y aller, on va cliquer sur Analyse, Régression, Linéaire, puisque la variable dépendante est VIP et quantitative continue. Alors, facteur 1, facteur 2, en fait, c'est des composantes principales strictement parlant. OK.
Et on voit bien effectivement que les deux composantes principales ont un effet significatif en présence l'une de l'autre. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on contrôle pour le revenu? On va contrôler pour le revenu. OK. Eh bien, on voit bien que leur effet persiste, demeure, même en présence du revenu. En l'occurrence, un score élevé en termes d'agressivité fait diminuer effectivement le résultat au test de vocabulaire de 0.977. De même, un résultat élevé en termes de délinquance, de comportement délinquant, fait diminuer le résultat au test de vocabulaire de moins 1.0. Et donc c'est assez clair que l'agressivité et la délinquance ont un effet convergent sur le test de vocabulaire et que l'effet est plutôt négatif. Qu'en est-il maintenant de l'analyse des facteurs communs ou facteurs principaux, appelés encore analyse factorielle exploratoire? Alors, commençons d'abord par comparer l'analyse des facteurs communs à l'analyse en composante principale. En fait, l'analyse en composante principale que nous venons de réaliser s'effectue en considérant toute l'information contenue dans les 6 variables observées. En d'autres termes, toute la variance des variables est comptabilisée dans l'extraction des dimensions, précisément des composantes principales. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'analyse des facteurs communs, où effectivement les facteurs communs sont extraits à partir de la variance commune aux 6 variables observées. Donc l'enjeu ici est surtout de pouvoir modéliser les erreurs. Donc on voit bien effectivement que dans le cas de l'analyse des facteurs communs, on tient compte des erreurs de mesure associées aux variables observées. Donc voilà un peu 2 éléments qui différencie l'analyse en composante principale et l'analyse factorielle exploratoire. C'est qu'effectivement, dans le cas de l'analyse des facteurs communs, on considère la variance commune pour extraire les facteurs communs, alors que dans le cas de l'analyse en composante principale, on considère toute la variance contenue dans les variables pour pouvoir extraire les composantes principales. Deuxième élément de différence, c'est qu'effectivement, dans le cas de l'analyse des facteurs communs, eh bien, on tient compte des erreurs de mesure, ce qui n'est pas le cas pour ce qui est de l'analyse en composante principale, parce qu'elle tient compte de toute l'information contenue dans les données. Alors, on va s'intéresser toujours au problème de recherche portant sur 6 variables observées en lien avec les problèmes externalisés chez des enfants québécois âgés de 6 à 11 ans. Donc là aussi, la question est de rechercher et d'interpréter les facteurs communs qui résument l'information contenue dans les 6 variables. Alors on ne parle plus de composantes principales ici, mais de facteurs communs. Donc ce qui est commun comme variance entre nos 6 variables observées. Et vous savez un peu comment se présente le modèle de l'analyse des facteurs communs. Donc on voit bien ici qu'on modélise les erreurs de mesure. Étant entendu qu'ici, les loadings sont croisés. Eh bien, CRI peut saturer autant sur le facteur 1, autant sur le facteur 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a des loadings croisés. Parce qu'effectivement, on est dans une approche exploratoire. Donc, on cherche le nombre optimal de facteurs qui extrait le plus de variance possible. Alors ici, on a représenté seulement 2 facteurs, mais on aurait pu représenter 3 facteurs ou 4 facteurs et même jusqu'à 6 facteurs, soit le nombre maximal de facteurs possibles. Alors on a simplifié ici en présentant seulement 2 facteurs. Donc l'approche est de type exploratoire, encore une fois. Donc on recherche le nombre optimal de facteurs résumant au mieux l'information contenue dans les 6 variables observées avec une perte d'information minimale. Alors, le nombre de variables, c'est correct, le type de variable est correct, la taille de l'échantillon également est correcte, parce que comme pour l'analyse en composante principale, il faut minimalement
10 cas par variable. Alors, il y a des chercheurs qui avancent un ratio de 20 cas par variable. Puisqu'on a 6 variables, même avec 20 cas, on se retrouve avec une taille d'échantillon minimale supérieure à notre taille d'échantillon qui est de 744. Donc autant pour l'analyse en composantes principales que pour l'analyse des facteurs communs, nous respectons la taille d'échantillon minimale, soit 10 ou 20 cas par variable. Étant entendu qu'ici, on va opter essentiellement pour la méthode d'extraction facteurs principaux. Alors on va y aller en cliquant sur Analyse, réduction des dimensions, la procédure est la même, analyse factorielle, donc on conserve nos 6 variables clés. On va cliquer sur Caractéristiques, alors ici on ne change rien du tout. Extraction, pratiquement c'est seulement là où on peut apporter un changement en précisant que la méthode d'extraction ce n'est plus les composantes principales mais les facteurs principaux. Donc factorisation en axes principaux. Étant entendu qu'ici, il faut minimalement une valeur propre de 1 pour que le logiciel retienne le facteur. Alors on va poursuivre. Rotation, on va opter toujours pour la rotation Varimax, rien ne change. Et enregistrer les scores factoriels, probablement. Option, rien ne change. Ah bien c'est tout, on va cliquer sur OK de façon à voir apparaître les résultats. Évidemment, on obtient les mêmes statistiques descriptives puisqu'on travaille avec les mêmes variables. La matrice de corrélation ne change pas. L'indice caméo également ne change pas. Il est toujours de 0.75 qui est supérieur à 0.70, de même que le test de signification. Alors la qualité de représentation, on va en parler tout à l'heure. Ce qui change surtout, ce sont les valeurs propres. En l'occurrence ici, nous obtenons 6 facteurs, puisqu'on a 6 variables. Étant entendu que, en l'occurrence ici, le logiciel a retenu 2 facteurs communs, comme étant le nombre optimal de dimensions. Étant entendu que la variance est de 59,5. Donc la variance expliquée par les 2 facteurs communs. Donc nous retrouvons les valeurs propres, les variances expliquées des 2 facteurs. Alors, nous avons à droite, à l'extrême droite, les valeurs après rotation. Donc d'après le premier critère, autrement dit valeur propre supérieure ou égale à 1, 2 c'est le nombre optimal de facteurs. Alors on va s'intéresser au deuxième critère, autrement dit le coude de Cattell. Mais là aussi c'est assez clair qu'on voit le coude au niveau du deuxième facteur. Donc là aussi, le coude de Cattell nous révèle que 2, c'est le nombre optimal de facteurs. Un peu comme tout à l'heure dans le cas de l'analyse en composantes principales. En particulier, on va s'intéresser à la matrice des facteurs. Alors ici, le même problème apparaît. On voit des loadings négatifs du côté du facteur 2, alors que la plupart des variables semblent saturées sur le facteur 1. Et donc très difficile d'interpréter une telle solution factorielle. Et donc c'est la raison pour laquelle il est important de procéder à la rotation, de façon non seulement à éliminer les signes négatifs, mais aussi à maximiser le poids des variables observées sur un facteur en particulier. Alors, voilà les résultats après rotation. Donc, on voit bien ici, encore une fois, qu'il s'agit de la méthode Varimax. Donc, on veut que les facteurs soient indépendants, donc l'un de l'autre. En l'occurrence, on a 2 indicateurs, colère et cri, qui saturent de façon convaincante sur le facteur 1. Et pour le facteur 2, on a principalement 3 indicateurs. Illégal, vol, destruction. Par contre, on a un indicateur qui sature pas de façon convaincante sur l'un des 2 facteurs. Évidemment, pour le facteur 1, on a un coefficient de saturation de 0.47 qui est plus élevé que 0.40. On aurait pu effectivement
classer agresse dans facteur 1. Alors, sauf que la différence ne semble pas assez importante et significative. Généralement, il faut une différence de 0,30 pour pouvoir départager une variable observée entre deux facteurs ou deux composantes principales. Donc ici, il semble qu'il y ait une différence entre les résultats de l'analyse des facteurs communs et ceux de l'analyse en composante principale. Donc, dans le cas de l'analyse en composante principale, on avait clairement une démarcation. Ici, il semble qu'agresse sature autant du côté du facteur 1 que du côté du facteur 2. Mais on aurait pu assez clairement aussi avancer que agresse, cri et colère saturent sur le facteur 1, alors que illégal, vol et destruction saturent plutôt sur le facteur 2. Ainsi, on rejoindrait les résultats obtenus par rapport aux analyses de tantôt. Là aussi, mettez le facteur 1 sur l'axe horizontal, le facteur 2 sur l'axe vertical et représentez les coordonnées des variables à l'aide des coefficients de saturation ou corrélation et vous obtenez encore une fois ce magnifique tracé des facteurs. Là aussi, c'est assez clair que colère et cri saturent de façon convaincante sur le facteur 1 et illégal, vol et destruction saturent plutôt sur le facteur 2. Étant entendu qu'agresse se situe un peu entre les deux, même si il sature mieux du côté du facteur 1. Alors, dans ce genre de situation, on a à prendre un choix éclairé. Donc, soit effectivement on considère que agresse est à cheval entre les deux dimensions, soit on le classe carrément dans facteur 1, puisqu'il est plus proche du facteur 1 que du facteur 2 finalement. Alors là aussi, pour chacun des deux facteurs, élevez au carré les coefficients de saturation, additionnez les résultats et vous retrouvez les valeurs propres, 1,50 et 0,947, après rotation bien sûr. De même, pour chacune des variables observées, prenez le coefficient de saturation du facteur 1 au carré, plus le coefficient de saturation du facteur 2 au carré, et vous retrouvez les variances extraites. Et justement, c'est là où on voit la différence entre les deux techniques, donc l'analyse en composante principale et l'analyse des facteurs communs. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait avancé que la différence entre les deux techniques se situe fondamentalement au niveau de l'information ou la variance qui est considérée pour extraire les dimensions. Dans le cas de l'analyse en composante principale, on considère toute l'information contenue dans les 6 variables. Par contre, dans le cas de l'analyse des facteurs communs, on considère seulement la variance qui est commune aux 6 variables. Eh bien, on le voit ici. Donc ici, au niveau des variances initiales, on ne voit plus apparaître 1, 1, 1, 1, 1, 1, mais on voit apparaître plutôt la variance qui est commune. En l'occurrence, au départ, on a 44,2% de la variance qui est commune entre cri et les autres variables, 0,46% de la variance qui est commune entre colère et les autres variables. Eh bien, c'est justement ces variances communes qui sont considérées au départ avant d'extraire les facteurs. Alors que dans le cas de l'analyse en composante principale, eh bien, les variances initiales concernent toute l'information. Donc, on avait le chiffre 1. Et justement, techniquement parlant, dans le cas de l'analyse des facteurs communs, la matrice de corrélation sur la base de laquelle travaille le logiciel va inclure ces valeurs initiales au niveau de la diagonale de cette matrice et va pouvoir effectuer les analyses. Par contre, dans le cas de l'analyse en composante principale, la diagonale de la matrice de corrélation inclut plutôt les variances maximales 1. Donc voilà techniquement où se situe la différence entre les deux techniques statistiques, étant entendu que leur ressemblance est certainement plus importante que leur différence. Alors, il m'a paru important de vous en parler assez
assez rapidement, étant entendu que la présentation des résultats est similaire à celle de l'analyse en composantes principales. Voilà, nous venons de procéder à l'analyse en composantes principales et à l'analyse des facteurs communs, appelée encore analyse factorielle exploratoire, et nous avons retenu 2 comme étant le nombre optimal et de composantes principales et de facteurs communs, qu'on peut appeler des dimensions. Il est important de valider dans une perspective confirmatoire cette structure factorielle constituée de 2 facteurs, 2 dimensions si vous voulez, agressivité et délinquance. Et bien pour ce faire, il faut procéder à l'analyse factorielle confirmatoire avec en l'occurrence le logiciel M+. Et donc le problème de recherche est le même, autrement dit on part toujours de nos 6 variables observées dans la perspective de confirmer cette structure factorielle constituée de 2 facteurs, agressivité et délinquance. Au contraire de l'analyse des facteurs communs, appelée encore analyse factorielle exploratoire, ici nous avons un modèle avec restriction. Autrement dit, on n'a plus des coefficients de saturation croisés, on a plutôt des coefficients de saturation directs, étant entendu que chaque variable observée ou indicateur sature sur un seul facteur. Donc on ne peut plus se permettre de faire varier le coefficient de saturation selon les facteurs. Donc chaque indicateur sature sur un seul facteur. C'est justement là où se situe la différence la plus fondamentale entre l'analyse factorielle exploratoire et l'analyse factorielle confirmatoire. Donc encore une fois, ici, on a des coefficients de saturation directs, le modèle étant plus strict en termes de restriction. Donc ici, on aura 6 coefficients de saturation. Alors vous avez devant vous les 6 équations du modèle factoriel, appelé aussi modèle de mesure. Pour chacune des 6 variables observées, vous avez une équation. Alors vous avez l'équation de cri, l'équation de colère, l'équation d'agresse, l'équation d'illégal, l'équation de vol et l'équation de destruction. Étant entendu que dans le cas des M+, eh bien, on rajoute l'intercept lambda 0. Pourquoi? Parce que M+ rajoute une structure de données, celle des moyennes observées, après avoir inclus la matrice de corrélation. Alors, on va identifier notre modèle qui repose sur les mêmes 6 variables observées qu'on va chercher à expliquer. Donc, on va chercher à expliquer leur interdépendance à l'aide des facteurs agressivité et délinquance. Alors, on aura au total 19 paramètres libres à estimer. Nous avons les 4 lois Ding, ou coefficient de saturation, étant entendu que le premier indicateur est fixé à 1 pour agressivité et le premier indicateur à 1 pour délinquance. Donc, on aura 4 lois Ding libres à estimer, 6 erreurs de mesure, 2 variances, donc pour les 2 facteurs, une corrélation, donc la corrélation entre les 2 facteurs, et 6 intercepts. Une fois qu'on a fini de rajouter les moyennes observées comme information à la suite de la matrice de covariance corrélation. Eh bien, on va estimer un tel modèle en utilisant le logiciel M+. Alors, on va utiliser la même base de données et peut-être supprimer les scores factoriels enregistrés tantôt. On n'en a pas besoin avec M+. Alors, on va s'assurer que la base de données est prête. Donc, on voit bien que le code de -99 a été assigné aux valeurs, aux données manquantes. Alors, on va vérifier au niveau de vue des données pour s'assurer que l'ensemble est correct. Alors, on voit bien effectivement qu'ici, on a le code -99 comme correspondant aux données manquantes. Ceci
étant fait, eh bien, on peut procéder à la conversion de la base de données SPSS en base de données M+, de façon notamment à générer simultanément la syntaxe de base en utilisant le logiciel N2M+. On va y aller. On va chercher le logiciel N2M+, que vous avez fini d'installer sur votre poste. Du moins, je l'espère. Alors, on va y aller en cliquant sur N2M+. On va aller chercher le fichier. Alors, moi, je l'ai dans LaboWeb 5. Je vais cliquer sur SPSS et problème extériorisé. Alors, les données manquantes sont symbolisées par le code -99. Et je vais cliquer sur Go pour voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Alors, on va vérifier si la base de données ainsi créée par N2M+, est correcte. Et bien, pour ce faire, je vais chercher le dossier dans lequel est installé notre fichier SPSS, ainsi que le fichier .dat que nous venons de créer. Alors, là, ici, alors je peux cliquer 2 fois pour sortir les données, mais je peux mettre aussi clic droit si ça ne fonctionne pas. Donc, je peux mettre clic droit, cliquer sur ouvrir avec, et directement, moi, je peux l'ouvrir avec WordPad ou bien Notepad. Alors, je clique là-dessus, OK, et je vois apparaître les données du fichier .dat. Et donc, il faut s'assurer effectivement que les décimales sont séparées à l'aide de points et non de virgules. Alors, dans mon cas, j'ai automatiquement des points, donc c'est correct. Si vous aviez des virgules, il fallait tout simplement remplacer. Donc, rechercher donc les virgules et remplacer par des points. Alors, dans mon cas, tout semble correct. Donc, je vais fermer et surtout copier la syntaxe M+, à partir de N2M+. Donc, je vais cliquer sur Copie syntaxe, ouvrir le logiciel M+, et coller la syntaxe dans l'éditeur de données. Peut-être commencer par mettre du titre, title, analyse factorielle confirmatoire. Ici, il n'est pas nécessaire d'opter pour l'option listwise. Alors, on va utiliser l'option par défaut qui est de maximiser toute l'information contenue dans les données de la base de données. On va spécifier au logiciel la liste des variables sur lesquelles nous travaillons. Cri, colère, agresse, illégal, vol, destruct, comme destruction. On va coller ici, point virgule, et spécifier le modèle que nous voulons estimer. Donc, agresse, by, cri, colère, agresse. Évidemment, le logiciel ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules. Alors, délinquance, délinque. Alors, ici, je réduis les noms des variables pour éviter que le logiciel ne les coupe directement, ce qui peut amener de la confusion. Donc, ici, on aura délinque, by, illégal, vol, destruct, comme destruction des biens, point virgule. Il reste à spécifier les sorties M+, output, donc sum stat et stand pour obtenir les résultats standardisés. Alors, on va vérifier si le tout semble correct. Agresse. Alors, on a ici agresse tout court. Eh bien, on va enregistrer en cliquant sur semble correct. On va enregistrer le fichier de syntaxe en cliquant sur File, enregistrer sous. Alors, analyse factorielle confirmatoire, c'est correct, enregistrer.
Et on va y aller en cliquant sur Run, de façon à voir apparaître les résultats que vous avez devant vous. Alors, on va vérifier le nombre d'observations. Donc, on a 144 cas. Nous avons ici la liste des 6 variables continues observées, les 2 variables latentes agresse comme agressivité, délinque comme délinquance, l'estimateur CML. Ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les informations en lien avec l'ajustement du modèle. En l'occurrence, ici, on a 19 paramètres, donc nous retrouvons nos 19 paramètres. Étant entendu que nous avions 27 informations, donc vous avez 6 variables observées, donc 6 multiplié par 6 plus 1 sur 2 nous donne 27 informations. 27 moins 19 nous donne un modèle suridentifié. Donc la différence étant de 8, soit le nombre de degrés de liberté. Donc ici, nous sommes en présence d'un modèle suridentifié. Eh bien, tant mieux. Le qui carré est par contre significatif. Mais si vous relativisez le qui carré 33.858 par le nombre de degrés de liberté 8, vous obtenez un ratio plus petit que 5. Donc voilà, c'est ainsi qu'on tient compte de l'effet de la taille de l'échantillon sur la tendance du carré à être extrêmement significatif, puisqu'en l'occurrence ici nous avons un nombre élevé de cas. On a 744 cas. La taille de l'échantillon est énorme et donc tout naturellement le qui carré va avoir tendance à être élevé. Mais si vous le relativisez par 8, vous obtenez un ratio inférieur à 5 et donc ça semble correct. D'autant plus que le LMCA est inférieur à 0.08 et ce n'est pas significatif. Le CFI est de loin supérieur à 0.90, donc c'est 0.97, de même que le TLI, alors que le SRMR est inférieur à 0.06 ou 8. Et donc dans l'ensemble, le modèle factoriel s'ajuste bien aux données. Alors on peut sortir le diagramme de façon à visualiser les coefficients. On va cliquer sur Diagramme, View. Alors voilà un peu comment se présentent les résultats non standardisés. En l'occurrence, ici, vous avez les erreurs de mesure. Vous avez la contrainte 1 pour le premier indicateur en lien avec le facteur agressivité et la contrainte 1 pour le premier indicateur en lien avec le facteur délinque, comme délinquance, étant entendu que les autres loadings sont estimés. Vous avez la variance du facteur agressivité et la variance du facteur délinquance. On peut aussi sortir les résultats standardisés de façon à estimer le loading du premier indicateur pour chacun des deux facteurs. Étant entendu qu'une fois les variances des deux facteurs standardisés à 1 comme écart type et 0 comme moyenne, on peut facilement estimer tous les loadings. Donc voilà comment se présente le diagramme du modèle factoriel. Alors on va analyser plus en profondeur les résultats. En l'occurrence, nous avons ici les résultats non standardisés. On va s'intéresser aux résultats standardisés. Nous avons le coefficient de saturation décrit sur le premier facteur agresse, donc 0.77, colère 0.81, agresse 0.59. Donc c'est assez clair que les trois indicateurs saturent de façon convaincante sur le premier facteur agresse. Chacun des coefficients lambda étant supérieur à 0.50. Alors, pour le facteur délinquance, alors on a 0.46 illégal, 0.55 vol, 0.50 destruct. À part illégal, les autres indicateurs saturent de façon convaincante. Alors, illégal est un peu à la limite. Donc, 0.46, c'est vraiment à la limite. Donc, c'est inférieur, strictement parlant, à 0.50. Mais de manière générale, le modèle semble correct. Alors, vous avez la corrélation entre les deux facteurs, donc qui est significatif, comme d'ailleurs les coefficients loading.
les intercepts, autrement dit les constantes, qui sont toutes significatives. En l'occurrence, ce sont les valeurs des variables observées lorsque les facteurs valent 0. Ça s'interprète comme la constante de modèle de régression. Alors, on a les variances des deux facteurs. Donc ici, ce sont des variables standardisées. Alors, on peut les observer surtout au niveau des résultats non standardisés, les variances des deux facteurs, qui se révèlent ici statistiquement significatives. Donc, si nous revenons au score standardisé, on voit également les résidus, autrement dit les erreurs de mesure, qui sont toutes statistiquement significatives. Donc voilà un peu assez rapidement comment analyser les résultats, étant entendu qu'ici nous avons le R2, autrement dit les communalités. Alors nous avons une communalité de 0,60 pour CRI. En l'occurrence, les deux facteurs expliquent 60% de la variance d'un CRI. On a la communalité de colère. En l'occurrence, les deux facteurs expliquent 66% de la variance de colère, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ces valeurs ou proportions expliquées, c'est ce qu'on appelle communalité. Ou si vous préférez R2, puisque ça s'interprète comme le R2 du modèle linéaire. Donc voilà comment interpréter les résultats d'une analyse factorielle confirmatoire, étant entendu que dans l'ensemble, le modèle s'ajuste bien aux données. Par conséquent, notre structure factorielle constituée de deux facteurs, agressivité et délinquance, s'ajuste bien aux données. Et comme effectivement le modèle factoriel s'ajuste bien aux données, il est possible d'inclure une covariable de façon à expliquer les moyennes des facteurs. En l'occurrence, on va s'intéresser à la variable sexe. Autrement dit, est-ce que les moyennes des facteurs agression ou agressivité et délinquance diffèrent entre filles et gars? Et donc, on va inclure sexe comme étant une covariable. Eh bien, on va y aller. Donc, sous modèle, on va considérer agresse comme une VD, donc on, sexe, qui est la variable indépendante, le prédicteur. De même, délinque, on, sexe. En n'oubliant pas de spécifier au logiciel que sexe fait partie des variables analysées. Donc, très simple, agresse on sexe, délinque on sexe. Donc, l'idée, effectivement, est de prédire les scores agression et délinquance à partir des différences entre gars et filles. Alors, on va enregistrer le fichier de syntaxe, analyse factorielle, peut-être entre parenthèses, covariable. Enter. On va cliquer sur Run de façon à voir apparaître les résultats. Alors, on les a ici. Alors, on va dérouler. Donc, nous retrouvons nos 744 cas. Alors, le modèle d'ensemble est un peu limite, puisque le LMCA est de 0.07. C'est quand même inférieur à 0.08. Le CIFI 0.96, c'est correct. En tout cas, c'est supérieur à 0.90. Le SRMR également inférieur à 0.06 ou 0.08. Et donc, dans l'ensemble, le modèle s'ajuste bien aux données. Étant entendu que si vous prenez le qui carré 55.9 divisé par 12, vous retrouvez un ratio qui est inférieur à 5. Donc, dans l'ensemble, encore une fois, le modèle s'ajuste bien. Qu'en est-il de l'effet du sexe sur agressivité et délinquance? Peut-être sortir le diagramme dans un premier temps. Donc, le diagramme. Alors, ici, on a les valeurs non standardisées. Donc, effet de sexe sur agressivité, sexe sur délinquance. On peut peut-être afficher seulement les scores standardisés. On aurait pu aussi afficher seulement les estimés, donc éliminer les erreurs types et aller plus loin
éliminer tout ce qui n'est pas significatif. Et donc, on voit bien que sexe n'a pas d'effet sur agressivité et délinquance. Alors, on va peut-être vérifier cela en analysant plus en détail les résultats. Et donc, on le voit ici, sexe n'a pas d'effet significatif sur agressivité, de même que sur délinquance. Et donc, la différence entre gars et filles ne permet pas d'expliquer la variation dans les scores d'agression ou la variation dans les scores de délinquance. Nous savons donc que le sexe ne permet pas d'expliquer le score moyen en termes d'agressivité et de délinquance. Par contre, il se peut que les éléments de la structure factorielle, eux, diffèrent selon qu'on est fille ou gars. Eh bien, pour le vérifier, on utilise l'analyse multigroupe ou test d'invariance qui effectivement va permettre de savoir si certains éléments du modèle factoriel diffèrent ou non selon les groupes. Pour ce faire, il y a au moins 4 types d'invariance. Alors, l'invariance configurale, donc c'est la première étape, donc c'est celle où on se pose la question de savoir est-ce que la structure factorielle diffère selon les groupes. Dans le cas de ce modèle d'invariance, on va effectivement laisser libre les paramètres du modèle, donc tous les paramètres du modèle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'invariance métrique. En l'occurrence, est-ce que les coefficients de saturation diffèrent selon les groupes? L'invariance scalaire, les intercepts diffèrent-ils selon le groupe? Et finalement, l'invariance stricte, les variances des facteurs et des erreurs diffèrent-elles selon les groupes? Généralement, les chercheurs s'entendent pour signifier que l'invariance stricte est généralement très difficile à obtenir. Et donc, les invariances les plus souvent testées pour ce qui est du modèle factoriel, c'est l'invariance configurale, métrique et scalaire. Étant entendu qu'on peut visualiser ces types d'invariances. Donc, en vert, on a l'invariance configurale. Est-ce que le modèle phi, dans l'ensemble, diffère du modèle gars? Invariance métrique, est-ce que les loadings du groupe phi diffèrent des loadings du groupe gars? Invariance scalaire, est-ce que les intercepts du groupe phi diffèrent des intercepts du groupe gars? Invariance stricte, est-ce qu'effectivement les erreurs de mesure du groupe phi diffèrent des erreurs de mesure du groupe gars? Et voilà comment on peut visualiser les différents types d'invariance, étant entendu que la première étape consiste à tester les variances configurales, à comparer avec le modèle 2, mais aussi qu'on aurait pu comparer avec le modèle 3 ou le modèle 4.1 ou le modèle 4.2. Alors on va revenir plus tard sur la façon de tester ces différents modèles d'invariance. Et voilà pour ce qui est de l'analyse factorielle, constituée au moins de 3 types d'analyse: l'analyse en composantes principales, l'analyse des facteurs communs ou analyse factorielle exploratoire et finalement l'analyse factorielle confirmatoire.